Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous fait découvrir le milieu sportif et où l'on découvre aussi les réalités que vivent nos jeunes sportifs lavallois. Cette semaine, on retrouve Anna Louisa, membre de l'équipe des Cavaliers de Bois-de-Boulogne en volleyball féminin. Donc, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Content de retrouver toute l'équipe encore cette semaine, Anna Louisa aussi. Donc, comment tu as vécu les différents entraînements, compétitions? Comment ça se passe depuis ta dernière visite chez nous? Bien, ça a été une belle évolution, surtout dans l'équipe. On a commencé avec des matchs amicaux en début de saison, vraiment. Et l'équipe a commencé à vraiment devenir un tout, avec la moitié de l'équipe étant des recrues. Et là, maintenant que la saison est amorcée, on voit vraiment la différence d'avoir eu le mois et demi de pratique qu'on a eu. Donc, ouais, c'est ça. Je trouve qu'on s'en vient bien comme équipe. Parfait, parfait. Puis toi, peut-être plus individuellement, comment ça se passe au niveau de tes entraînements, au niveau de physiquement, comment ça va? Ouais. Mais ça va bien. Il y a l'usure qui embarque. Là. Plus la saison avance, plus les études commencent. Là, on commence à être dans les examens surtout. Puis c'est poussé, on est avancé à la session. Et je commence à être de plus en plus fatiguée. Fait que je commence à gérer justement la façon dont je m'alimente pour garder toujours une dose d'énergie tout le temps. Donc, et puis, est-ce que ça représente un certain défi pour toi, cette gestion-là, justement? Oui, parce que souvent, quand je trouve dans un état de fatigue, ça, des fois, on s'en parle tantôt, puis j'ai vraiment envie de manger beaucoup pour être très en forme pour mon entraînement, mais je sais que c'est pas nécessairement manger beaucoup qui va me donner beaucoup d'énergie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, puis j'ai souvent des envies de sucre récemment, parce que je sais qu'il me manque d'énergie étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je sais qu'il ne faut pas non plus que je prenne trop de sucre parce qu'après ça, je dois avoir un crash. Nicolas, qu'est-ce que tu aurais à amener là-dessus? Bien, c'est normal d'avoir des envies de sucre souvent avant les compétitions à la base parce que le corps est excité par l'activité physique, donc il commence à se préparer, donc il doit libérer un peu de sucre dans notre sang. Souvent, ça arrive, les gros crashs, et surtout c'est les gens qui vont avoir pris peut-être une mauvaise collation le matin, pas suffisamment de glucides ou assez rapprochés de l'activité physique. Donc souvent, je recommande un bon repas, tout dépendant de la période de temps qu'on a avant, 2h30, 3 heures, un repas complet, assez bien équilibré, un peu de protéines, faible en gras pour avoir une bonne base. Et dans l'heure qui précède l'activité physique, vraiment aller chercher une source de glucides, donc des sucres avec un fruit, ça peut être un produit céréalier, mais souvent, moi, je préfère plus les fruits, c'est plus facile à absorber, c'est vraiment juste du sucre, ça peut être du jus. Donc souvent, ça vient diminuer les envies de sucre, les rages de sucre avant la compétition. Il y a aussi certains athlètes, par contre, que eux, ça demeure. Donc, des fois, j'encourage de continuer à s'hydrater, soit avec du jus ou des boissons pour sportifs ou maison, ça peut être commercial ou maison, pour garder un peu le goût de sucre dans la bouche et avoir la glycémie élevée. Ça évite d'avoir la rage de sucre au moment du match ou de l'entraînement. Donc, je pense que, comme tu mentionnes, c'est peut-être un élément qui est normal un peu aussi dans le processus de préparation à la performance. On a un niveau d'activation, on a un niveau d'excitation qui embarque. Donc, c'est sûr que souvent, on va avoir un lien aussi qui va se faire au niveau du sucre puis de cette énergie-là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est normal. C'est juste de bien l'organiser ou le structurer dans sa planification. En effet. Puis tout à l'heure, tu parlais de fatigue. Tu disais que c'était plus difficile de s'alimenter. Est-ce que les journées de match, comment ça va, ou d'entraînement, d'alimentation, est-ce que ça va bien? Oui, non, mais c'est ça, c'est que dépendamment des jours, il y a vraiment les deux extrêmes. Il y a ça, le match où on dirait que je mange jamais assez, puis j'ai envie de prendre 4 repas avant mon match, ou les journées à vraiment haute intensité comme compétition. Donc, c'est souvent des formats, tu joues un match, tu as une demi-heure à 1 heure de pause, tu joues un match, fait que c'est jamais assez de temps pour un repas. Et ces journées-là, on dirait que j'ai même pas faim. J'ai juste envie de rien manger, mais je sais qu'il me faut quelque chose parce que c'est beaucoup d'efforts, un match, fait que tu peux pas durer assez longtemps sans nourriture. Ouais, en effet, bien, je comprends ton désir de vouloir s'alimenter parce qu'en effet, en ayant des grosses journées, on dépense beaucoup d'énergie. Dans l'idéal, ça serait de manger autant qu'on dépense de l'énergie. Mais la réalité fait que
Manger beaucoup, ben c'est comme tu le dis toi-même, tu n'as pas toujours l'appétit avec les efforts physiques, mais il y a aussi le danger d'avoir de moins bien digérer, avoir des symptômes digestifs comme des nausées, des crampes, des ballonnements, choses que tu ne veux pas pendant que tu fais un match, ça va vraiment nuire à ta performance. Donc souvent, moi, ce que j'encourage, c'est vraiment de répartir, même si y a des journées, quand on bouge, on dépense plus d'énergie, plus que le restant de la semaine, de bien répartir les apports dans la semaine pour venir combler le total de la semaine et y aller plus avec des collations avant l'entraînement qui se digèrent rapidement, sous forme liquide ou les fruits, comme que je parlais tout à l'heure, et une bonne collation suite à l'effort, une bonne source de protéines avec encore une fois des glucides pour venir un peu minimiser l'effet d'avoir dépensé beaucoup d'énergie, mais favoriser une récupération plus rapide aussi. Donc, si je comprends bien, il y a une question de gestion par rapport à la journée de la journée de compétition ou la journée de match, mais il y a aussi une façon d'essayer de regarder ça de façon peut-être plus globale, de dire dans ma semaine, si je suis en mesure de bien justement gérer les journées où je suis un petit peu plus en repos, où je m'entraîne moins, peut-être d'emmagasiner un petit peu plus à ce niveau-là, je vais arriver sur ma semaine à avoir peut-être moins d'envie de sucre ou moins de lacunes au niveau nutritionnel. Tout à fait. On va aller chercher dans la semaine, par exemple, les fruits, c'est bien pendant la compétition, mais les légumes, par exemple, pour beaucoup de vitamines, de minéraux, des fibres, parce qu'on ne veut pas avoir trop de fibres pour avoir un problème de digestion, justement. Des gras aussi qui sont nécessaires dans une bonne alimentation. Donc, on va aller vraiment chercher ça qui va nous permettre de combler nos besoins de base quotidiens. Oui, ils sont augmentés avec l'activité physique, mais vraiment dans la semaine. Et lors des journées de compétition, de match, on va se concentrer sur les aliments qui vont fournir de l'énergie et des protéines pour bien performer et également bien récupérer. Parfait, donc ça te donne un plan de match un petit peu plus intéressant. Oui. Bon. Donc, Anna-Louisa, tu nous mentionnais avoir eu quelques matchs amicaux, début de saison, quelques matchs de jouer dans la saison. J'imagine, est-ce que au niveau de ton rythme d'entraînement, comment ça se passe de ce côté-là? C'est sûr, côté entraînement de volleyball, ça a beaucoup augmenté depuis le début de l'année, mais notre entraîneur est très, face à ça, il est très intelligent, il gère bien nos musculations, donc on descend beaucoup en termes de volume et dans la semaine, combien de fois on fait des musculations. On est passé de 4 durant l'été à 2 durant l'année. Et il y a beaucoup d'entraînement de volleyball en salle, environ 14 heures de volleyball en salle. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de volume et moins de musculation. OK. Au niveau de la musculation, Maryse, dans cette programmation-là, de voir comment, j'imagine qu'on en a déjà discuté dans le passé, on va chercher nos gains justement hors saison, puis pendant la saison, c'est normal de voir les périodes, les séances de passer de 4 à 2. Oui, mais en fait, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. S'il y a encore des petites choses à peaufiner côté musculation, des petits gains à aller chercher, à 2 séances, ça va être un petit peu difficile. À 2 séances, on va vraiment plutôt maintenir les acquis qu'on aura fait peut-être en hors saison. Ce qui peut être intéressant de voir avec l'entraîneur aussi, c'est le calendrier des matchs. Je ne sais pas dans ton cas, est-ce qu'il est bien réparti uniformément dans l'année ou s'il y a des moments de pause? Il est quand même réparti un peu partout. On a quelques fins de semaine de pause, mais exemple, quand on n'a pas de match à la fin de semaine, on en a le soir durant la semaine. Donc, à chaque semaine, il y a 1 à 2 matchs ou une compétition en fin de semaine. OK. Mais c'est quand même à observer s'il y a des moments où on peut reprendre une petite période, un petit blitz, disons, de 3 séances de musculation par semaine, s'il y a des gains qu'on va aller reprendre ou si on veut augmenter un petit peu la charge de travail à ce niveau-là pour éviter de terminer la saison avec des capacités physiques réduites par rapport à ce qu'on avait au début de la saison. Ça, c'est un phénomène qu'on remarque aussi. C'est qu'on va faire un bon gain pendant la saison morte, puis quand les tournois, les matchs commencent, on met plus beaucoup d'énergie sur la musculation, puis là, tranquillement, pas vite, notre condition physique baisse et ça devient plus difficile en fin de saison. On se met plus à risque au niveau des blessures aussi. Donc, c'est quand même quelque chose à être conscient. Donc, il y a un défi dans le maintien, mais aussi justement de ne pas faire en sorte qu'il y ait une perte des gains qu'on est allé chercher au niveau de notre préparation hors saison, puis quand on a poussé au niveau de nos gains. Donc, j'imagine aussi que il peut y avoir une réalité de fatigue. Là, tu parlais de l'école aussi qui embarque là-dedans, les examens. Donc, j'imagine que ça peut être aussi un défi que tu vis. Oui, mais ça vient surtout en 2 parties. Des fois, justement, à cause de l'école, toutes les filles de volleyball ont un horaire assez adapté à nos cours.
pendant nos pratiques. Maintenant, en plus, je suis dans un programme qui est plus petit, Sciences Lettres et Arts. Alors, j'ai encore plus un horaire très spécifique où j'ai, exemple, beaucoup d'heures dans une journée, on n'a pas d'entraînement, puis très peu dans les autres journées. Ce qui fait que je ne peux pas faire mes musculations toujours au meilleur moment pour moi. Exemple, peut-être j'avais une compétition vendredi, samedi, dimanche, puis à chaque fois que je vais en musculation, c'est le jeudi. Mais là, je ne veux pas y aller intensément parce que c'est une des deux seules que j'ai dans la semaine, mais en même temps, tu sais, je suis fatiguée de ma semaine, mais aussi je sais qu'il y a un gros tournoi qui s'en vient. Fait que je sais pas toujours comment gérer ça en musculation. OK. Avec la fatigue, la musculation. Ouais. Bien, je pense que c'est de regarder dans ce cas-là spécifiquement quels sont les tournois ou les matchs les plus importants et à ce moment-là, doser un peu ta musculation en fonction de ça. Parce que c'est évident que tu risques, c'est pas certain, mais tu risques de créer une plus grande fatigue suite à un plus gros entraînement en musculation. Donc, ça serait d'identifier, OK, ce tournoi-là ou ce match-là, c'est pas celui qui est le plus important dans mon automne. Par exemple, je pourrais peut-être planifier des séances de musculation un petit peu plus, avec une charge d'entraînement un petit peu plus élevée, me permettre de dire je vais peut-être être un petit peu courbaturée ou un peu plus fatiguée, mais je vais vivre avec, je vais peut-être réduire un peu mes présences à ce moment-là pendant le match ou me doser un peu plus pour éviter de te mettre à risque dans les blessures. Et comme on avait parlé aussi avec Ashley déjà, le sommeil est un enjeu important. Alors je ne sais pas toi comment tu gères ça. J'essaye d'avoir mon minimum de 8 heures par nuit. C'est pas facile du tout parce que souvent on finit les cours puis tu as environ 1 heure avant ta pratique, mais ton heure avant la pratique, tu te prépares pour la pratique de bien des façons. Là, j'arrive chez moi vers 8 heures, il faut que je fasse mes devoirs, mon étude pour le jour d'après. Fait que souvent, ça fait que mes nuits sont écourtées. Et je ne veux pas nécessairement reprendre le sommeil la fin de semaine parce qu'à la fin de semaine, on a beaucoup de tournois. Alors, j'essaie, mais malheureusement, des fois, c'est entre 6-7 heures par nuit. Et là, des fois, il y a occasionnellement la nuit de 12 heures quand j'ai rien le lendemain matin. OK, tu arrives à récupérer dans ta semaine au total. Mais ça, c'est une bonne chose, c'est super bien, c'est un bon truc. Ce que tu pourrais aussi regarder, c'est de trouver une formule plus courte en termes d'entraînement de type musculation qui serait avec une charge quand même assez élevée, qui te prendrait moins de temps et que tu pourrais peut-être mettre à des endroits que tu n'as pas pensé dans ta semaine ou quelque chose de très simple que tu n'as pas besoin nécessairement d'aller en salle de musculation, que tu peux faire à la maison, que tu peux faire à l'extérieur, que tu peux faire même avant une pratique ou je sais pas, peut-être ça serait bien d'observer, comme ça tu pourrais économiser du temps, éviter de trop te fatiguer avant des matchs importants puis de te mettre à risque, comme on disait, pour les blessures, parce que je pense que c'est le principal enjeu, n'est-ce pas, d'être en santé, d'être top shape pour faire tes matchs et c'est ça que sert ta musculation dans le fond. Ouais. Donc, c'est de voir justement peut-être à réorganiser le calendrier ou à réajuster la façon de s'entraîner au niveau musculaire, au niveau de la musculation, pour que peut-être qu'au lieu de faire, je ne sais pas, je prends des chiffres comme ça à la volée, mais 2 séances d'1 heure, mais faire 4 séances de 30 minutes, mais plus intensives, puis dans des blocs où j'ai peut-être ces 30 minutes-là, mais j'ai pas 1 heure, donc je me dis, je ne ferai pas de muscu à ce moment-là, mais si je rentre un 30 minutes, je peux le faire, puis à ce moment-là, ça va me permettre d'aller chercher cet élément-là dans ma préparation, puis dans ma continuité au niveau de ma préparation musculaire, préparation physique. Donc, en analysant, on comprend là, que justement le volume, l'intensité de l'entraînement des compétitions augmente plus on avance dans la saison. Donc là, j'imagine qu'au niveau physique, ça commence à taxer, on commence à être un petit peu plus fatigué. Tu me mentionnais aussi les difficultés de récupérer en lien avec ça. Donc, comment tu vas de ce côté-là? Comment se porte ton corps? J'allais dire très bien, mais c'est pas vraiment le cas. J'essaie le plus souvent après chaque entraînement, faire l'étirement, le cool-down, tout ce qu'il faut, mais quand c'est rendu qu'on a un entraînement, un match quasiment chaque jour, et notre jour de pause, c'est mon jour où j'ai 9 heures de cours cette journée-là, fait que j'ai pas vraiment envie d'aller faire un petit cardio-récupération. Ça fait que, on dirait que je suis plus, désolée pour le terme, mais poignée dans mon corps. Je suis plus tendue, toujours de moins en moins souple dans tous mes mouvements. Fait que ça prend plus de temps de m'échauffer. J'ai peur du rouleau, tellement il fait mal quand je me roule. Alors, ouais. OK. Thierry, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur du rouleau? On le met de côté? Ou... Déjà, à la base, si le rouleau ne te fait pas du bien, c'est signe qu'il n'est peut-être pas efficace dans son corps. On en a parlé un peu plus tôt dans la saison avec Ashley,
qu'il y a plusieurs types d'outils qu'on peut avoir pour récupérer plus facilement. Ceux qui nous causent la douleur, c'est pas toujours les meilleurs non plus, c'est à faire attention. Tu parlais d'étirement, cool-down. Qu'est-ce que tu fais exactement comme cool-down en ce moment? Surtout des activités aérobiques, mettons un peu de course Mhm. avec tout ce qui est étirement, mais plus prolongé, donc de Ok. 20 secondes à 40 secondes par Ok. groupe musculaire. Est-ce que tu sens que ça te fait du bien de faire ces étirements-là, de faire ce Ouais. cool-down-là? Oui. Tu te sens un peu moins pogné, Ouais. justement. OK, bon. On a déjà entendu parler un peu des étirements aussi précédemment, de moins en moins utilisés, surtout avant un match, avant un exercice pas très, très intéressant, si on veut. Après l'exercice, par exemple, c'est une autre histoire. Si tu sens que ça te fait du bien, que tu te sens plus relâché, j'ai aucun problème à dire à un athlète, vas-y, fais-le à ce moment-là. Avant ou pendant, c'est à discuter. C'est mieux d'avoir un bon échauffement en général, puis un échauffement plus spécifique, surtout au niveau de ton bras dans ton cas. Cool-down, très très important. Un 10-15 minutes de jogging, c'est souvent efficace dans ces cas-là. Natation, on va souvent entendre parler de quelques longueurs à basse vitesse. Donc déjà, tu as deux bonnes choses. Un exercice, un étirement qui te fait du bien en tant que tel, puis un cool-down qui va être plus général, qui est aussi très très important. À partir de là, c'est de voir comment gérer ça dans une compétition. Par exemple, si tu as un match le matin, un match l'après-midi, on ne te mettra pas sur le vélo pendant 2 heures non plus, mais un 15 minutes entre les deux matchs peut être intéressant pour te garder actif. Parce que oui, bon, il y a le côté musculaire, il y a le côté focus, préparation mentale qui est très très important. Mais il faut comprendre que le corps, à la base, il fonctionne par le système nerveux. Le système nerveux, plus il est actif, plus on va être prêt pour un match. On ne veut pas trop être actif non plus dans l'entre-deux matchs. Parce que si tu passes 2 heures pompé, comme on appelle, là, à écouter de la grosse musique intense, à un moment donné, ton système nerveux, il ne prendra pas. Tu vas avoir une baisse au fur et à mesure de la journée. Mais on ne veut pas non plus peut-être dormir pendant 2 heures entre tes deux matchs. On veut que ton système nerveux reste actif un peu pour justement, quand tu arrives juste avant ton match, tu te réactives, tu réactives ton système nerveux au maximum, tu repars, tu es prêt à partir à ce moment-là. Fait que c'est de voir aussi là, comment on gère ça individuellement, mais en équipe aussi. Un peu plus tôt, tu nous parlais sommeil avant les pratiques. Je ne sais pas comment tu gères ça à ce moment-là. Moi, j'essaie de jamais dormir avant une pratique. Ça m'arrive vraiment, exemple, on a eu une tour en fin de semaine, j'ai pas eu le temps d'étudier pour un examen de maths à 8 h du matin. Oui, la soirée d'avant, j'aurais peut-être pas dormi beaucoup. Puis oui, avant la pratique, je préfère ne pas être un zombie, alors je vais dormir un peu. J'essaie d'être réveillée minimum 1 heure avant l'entraînement, toujours. Parfait. Donc, Si on se réveille, 15 minutes après, on s'en va sur le terrain, c'est pas très très bon. Il faut être actif avant l'entraînement, se préparer graduellement. Et après aussi, aller tranquillement un cool-down. Après, on peut penser au sommeil, mais pas tout de suite après non plus, parce qu'on parle de tout ce qui est testostérone, adrénaline, ça vient jouer sur le sommeil. Il ne faut pas sous-estimer aussi tout ce qui est nutrition après l'entraînement. C'est un gros impact sur la musculature, sur la récupération, mais aussi au niveau préparation mentale. On entend souvent pendant ou juste avant, focus, rester dans sa game, mais après aussi, ça a un gros impact. Là, on parle d'hormones, de cortisol, de testostérone, mais ça a un impact sur la récupération musculaire, parce qu'à la base, la récupération, ça passe par les hormones, éliminer tous les déchets musculaires qui ont été créés. C'est de faire un tout par rapport à ça, pas juste étirement statique. Si ça t'aide, ça te fait du bien, oui, ça peut être une chose, mais c'est souvent de combiner plusieurs choses après un entraînement qui va être le plus efficace généralement. Donc, d'aller chercher justement une approche, de considérer différents éléments, souvent va justement, on parle de l'alimentation, tu mentionnes l'alimentation, tu mentionnes la préparation mentale. Donc, dans la gestion de post-compétition, de post-entraînement, il y a ces éléments-là aussi qui, en quelque sorte, vont avoir un impact, si je comprends bien, sur la récupération physique, puis sur la préparation comme la réalité que Anna Louisa a, au niveau d'enligner un deuxième, un troisième, peut-être un quatrième match à l'intérieur du même week-end. Donc, si je veux être en mesure de bien performer à tous ces matchs-là, il faut que je sois prêt physiquement, il faut que je sois prêt aussi au niveau nutritionnel, au niveau mental. Donc, c'est d'aller chercher ces éléments-là, comme tu le mentionnes, si j'ai bien compris. Ça te va? Donc, de ce côté-là, est-ce que tu as, au niveau physique, des problématiques qui sont plus présentes? C'est surtout tout ce qui est les articulations les plus utilisées, là, à part mettons, les chevilles et les genoux.
il est très douloureux parfois. Mais le plus important pour une joueuse de volleyball, bien, ma position nécessairement, c'est l'épaule. Donc, c'est ça, c'est celui que je focus le plus. À le préparer, toujours qu'il soit bien, parce qu'il y a beaucoup de petits muscles, il y a beaucoup de tendines qui vont être possibles. Puis si ton épaule va pas bien, bien, c'est pas mal plus que la moitié de ton jeu se base là-dessus. Donc, c'est l'articulation que je regarde le plus pour qu'elle soit en forme. Thierry, peut-être... Effectivement, l'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus instable du corps. Petit modèle ici, on voit ici clavicule, omoplate, puis l'os du bras ici qui vient justement créer tous les mouvements au niveau de l'épaule. Coiffe des rotateurs, très très important à renforcer, mais à savoir bien la contrôle ici dans les positions qui sont importantes. On voit souvent du monde s'entraîner deltoïde, biceps, triceps, très 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 important, coiffe des rotateurs. À discuter aussi avec ton entraîneur, Marie va souvent pouvoir nous en glisser quelques mots durant la saison. Très très important dans les mouvements, surtout au niveau de la tête, pouvoir le renforcer dans des positions différentes. Parce que oui, on peut renforcer notre coiffe des rotateurs proche du corps, mais c'est rare que tu vas taper un ballon en gardant le bras collé contre toi. Donc, en haut du corps, en haut de la tête, renforcer, ça va être très très important dans ton cas. Donc, des petits trucs pour t'aider à mieux te préparer, mieux avoir une meilleure santé peut-être physique, et être plus prête à performer dans tes compétitions. Merci beaucoup. Anna-Louisa, donc on a fait le tour de tes besoins au niveau nutrition, besoins préparation physique, la physio, l'épaule, le corps qui est un petit peu plus préparé. Comment se passe la tête, comment va le mental, quels sont les défis que tu rencontres actuellement au niveau de ta préparation mentale pour ce début de saison là, avec l'équipe des Cavaliers? Généralement, ça va bien. Il y a toujours des moments qui sont plus difficiles. Et j'essaie d'apprendre tout premièrement à le concept de visualisation, de plus l'intégrer à ma préparation parce que je sais que c'est quelque chose que les athlètes au niveau font souvent avant leur compétition. Et j'arrive pas toujours à cerner c'est quoi exactement qu'il faut faire par la visualisation. Fait que ça, c'est une question que j'aurais pour toi. Bien, au niveau de la visualisation, c'est probablement pour moi l'habileté mentale la plus difficile à développer. Souvent, on va l'entendre chez les athlètes de haut niveau, mais pour moi, ça représente un grand défi. Pour la majorité des athlètes, de développer cette habileté-là, c'est quelque chose qui est assez pointu comme habileté. Et moi, je te dirais que je la vois comme en trois façons. On parle de principalement deux types de visualisation. On parle de la visualisation à la première personne et à la troisième personne. Première personne, c'est comme si j'étais dans mon corps à me voir faire l'action. Donc, je vais être comme habiter mon corps et je vais me voir faire l'action. C'est une visualisation qui se fait à la première personne. Visualisation à la troisième personne, c'est comme si j'étais dans la foule puis que je me voyais jouer. Donc, prime abord, il y a cette différenciation-là à faire. Pour certains athlètes, ils vont avoir la capacité ou ils vont avoir la possibilité d'entrer dans leur corps et de se voir faire, de se voir passer à l'action. Pour d'autres, ça ne sera pas possible, mais ils vont être capables de jouer le public puis d'être dans la foule à se regarder jouer. Donc, des fois, c'est ça aussi, c'est de voir quelle façon ou de quel type de visualisation on travaille, puis il y a un type qui est plus facile qu'un autre. Puis moi, avec le temps, j'ai développé une troisième qui est ce que moi j'appelle une visualisation émotive. Donc, c'est pas que je vais nécessairement soit me voir faire ou être dans mon corps pour voir, mais je vais plutôt ressentir. Comment je vais me sentir sur le terrain. Donc, je ne serai pas aussi pointu dans ma visualisation, à savoir, OK, je me vois faire le smash, ou je me vois faire la réception, je me vois faire le service. Mais c'est plutôt comme un sentiment. Comment je vais me sentir sur le terrain? Comment je vais gérer être en retard de 4 points? Ou comment on va gérer l'avance de 5 points? Donc, c'est plus une question d'émotion. Comment je vais me sentir, le ressentiment que je vais avoir. Et pour faire ça, je te dirais que quand on développe la visualisation, en quelque sorte, moi, de la manière que je l'intègre, puis on commence avec des petites choses, c'est-à-dire qu'on va visualiser des choses, des éléments qui sont qui ne bougent pas. Je vais prendre, OK, on va visualiser une pomme. Quelle est la couleur de la pomme? Tu vas croquer la pomme. Qu'est-ce qu'elle goûte? Qu'est-ce que tu entends quand tu croques la pomme? Donc, pour développer les habiletés de visualisation, c'est d'essayer d'intégrer le plus de tes sens possible
plus tu vas être sollicité au niveau de tes sens, plus tu vas avoir une capacité de visualiser. C'est-à-dire que justement, quand tu frappes ta balle, l'air qui frotte sur ton bras, est-ce que c'est de l'air chaud, est-ce que c'est de l'air frais, est-ce que ta main, quand elle frappe le ballon, c'est quoi le son que ça fait? Donc, des fois, c'est d'aller chercher plus, de solliciter le plus de sens possible. La vue, OK, tu es en pleine action, tu transpires, tu goûtes ta transpiration. Donc, il y a vraiment ces éléments-là qui vont t'aider plus, parce que souvent, on se concentre uniquement sur, OK, comment je fais pour me voir frapper? Faut vraiment aller chercher quelque chose de plus global. Donc, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Puis, il faut se donner la chance, puis moi, je dis toujours, il faut partir petit. Quand on est en mesure de dire, OK, je suis capable de faire une image d'une pomme, une image d'une voiture, ou peu importe ce qu'on peut solliciter, mais un objet qui est inactif. Là, après ça, je peux passer à me voir bouger. Parce que si je fais juste me lancer tout de suite dans une visualisation complète, en première ou en troisième personne, puis je vais dire, OK, ça va être comment je vais faire mon smash, comment je fais. Des fois, c'est comme dire, je pars d'un vélo à 4 roues, puis je m'en vais tout de suite sur l'unicycle. Le défi peut être important. C'est vrai que c'est un outil qu'on va voir utiliser beaucoup au niveau des athlètes, au niveau des athlètes de la haute performance, mais c'est de l'intégrer petit à petit dans ta façon de faire. Puis des fois, c'est juste de se concentrer, de dire, OK, je ne ferai pas un match complet, ou je vais juste voir mes services aujourd'hui, comment je vais les faire. Donc, c'est important des fois de peut-être juste se focusser sur un élément. Mes smashs, comment je vais les faire. Puis c'est intéressant de pouvoir le faire de cette façon, de l'intégrer progressivement. Mais vraiment, c'est de se donner une chance comme athlète d'y aller, de cheminer à l'intérieur de ça. Donc, si c'est plus difficile, c'est normal. Moi, je dis toujours, tu n'as pas développé tes habiletés physiques, techniques du jour au lendemain. Donc, c'est un peu la même chose au niveau des habiletés mentales, c'est de prendre le temps de me donner une chance de dire, je vais développer cette habileté-là, je vais la travailler avec des éléments peut-être moins compliqués, moins complexes que de me voir faire un mouvement, puis je vais regarder, je vais essayer de visualiser la fleur, je vais essayer de visualiser quelque chose qui peut m'interpeller, puis qui va me demander moins dans mes habiletés, qui va me développer au fur et à mesure vers, OK, je me vois faire un smash, je me vois faire un service ou une réception de balle, d'y aller vraiment de façon progressive. Et donc, dans cette façon-là, c'est d'y aller avec toi, de partir progressivement, de faire des petits exercices, de dire, OK, je peux visualiser une pomme, je peux visualiser un ballon. Ça peut commencer avec un ballon de volley, voir sa couleur, voir sa texture, la sensation que tu as sur ta main, puis la sensation que tu peux avoir quand tu le frappes au niveau de l'air. Est-ce que ça t'interpelle? Ça te met quelque chose met l'eau à la bouche par rapport à la visualisation? Oui, j'avais jamais entendu parler de cette façon-là, donc vraiment, c'est à essayer. Ouais. Donne-toi la chance, vraiment, donne-toi la chance par rapport à ce, au même niveau, au même fait que tu as développé tes habiletés techniques progressivement, les habiletés mentales vont se faire aussi de façon progressive. Donc, j'espère que tu vas apprécier la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois, Maryse, Thierry, Nicolas, pour votre expertise et le partage qu'on a eu avec Analusa. J'espère qu'on pourra en apprendre un petit peu plus sur toi, sur la prochaine visite. Tu auras pu mettre certains de ces éléments-là en place, puis ça t'aura aidé à mieux performer. Et vous, de votre côté, encore, vous voulez en apprendre un peu plus sur Analusa, sur nos athlètes, vous voulez suivre nos émissions, je vous invite à aimer la page Facebook de la télé régionale de Laval, ou encore, vous voulez interagir, poser des questions à nos experts, encourager notre athlète, abonnez-vous à notre fil Twitter @sport9laval. Vous pourrez utiliser la plateforme pour justement nous faire part de vos questions, de vos commentaires ou de vos encouragements à Analusa. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine.